Bienvenue dans 15 minutes impact. Aujourd'hui, on reçoit Samira. Merci de m'inviter. Avec plaisir, merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent ? Alors, je m'appelle Samira Casolari, je suis mandataire indépendant. J'évolue dans le réseau IAD depuis maintenant un peu plus de 4 ans, dans le secteur du 91, où je m'éclate. Et je suis également Et j'ai une équipe de 5 personnes qui me suivent aujourd'hui dans cette aventure. Super, très bien. Alors, en quoi puis-je t'aider et quelle est ta question ? Eh bien, j'adore mon métier, je suis passionnée par ce que je fais. Du coup, je m'y investis à 200%, mais j'ai intégré aussi IAD pour cette autre formule qui est le développement d'équipe. Et j'ai beaucoup de mal, en fait, à faire le tri entre m'investir complètement dans cette aventure, mais moi, je n'arrive pas à trouver le temps, finalement, de développer et de parler de cette activité et de montrer tout le bien qu'on peut en tirer. Okay. C'est une question d'organisation sur la passion dévorante et le côté raisonnable de développement d'équipe qui est une formidable aventure. Ok. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ta situation, elle est normale. Ouais, tout le monde, tous les mandataires de France vivent ce que tu vis. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, un conseiller immobilier, il a au moins 5 casquettes. La casquette du producteur conseiller immobilier, la casquette potentiellement du marketeur, parce qu'aujourd'hui, se marketer, c'est un travail quasi indispensable, je serais tenté de dire, et qui prend énormément de temps. Complètement. La casquette du recruteur, la casquette du formateur et de l'accompagnateur coach de ses équipes, voire de l'animateur quand on a une équipe qui commence à prendre de l'ampleur. Donc, ça fait que 5 casquettes à gérer, 5 métiers finalement à pratiquer au quotidien. Donc, ce que tu vis là, c'est parfaitement normal. Ça me rassure un peu. C'est normal. Alors, avant même de parler de l'organisation, la première question à se poser, c'est comment faire pour déjà arriver à constituer une équipe ? Parce que si on constitue une équipe aujourd'hui au compte-gouttes, allez, j'ai 2 négos qui arrivent, j'en ai un qui part, j'en ai 3 qui arrivent, j'en ai 2 qui partent, bien qu'on essaie de faire le maximum de rétention et qu'on essaie que tout se passe bien. Malheureusement, fréquemment, c'est ce que l'on voit. La première question du coup à se poser, c'est comment je peux faire pour optimiser mon temps de recrutement et mon temps de formation. Donc là, on a 2 options qui sont très claires pour arriver à recruter, à former, à se développer à ce niveau-là sans que ça vienne empiéter trop sur les autres casquettes. La première méthode, c'est la méthode par lancement de campagne. C'est un vrai métier, c'est une vraie organisation. Ça peut prendre plusieurs mois de travail. Là, l'objectif, c'est de faire un événement qui va vraiment être the big événement. Vous en faites déjà chez IAD, mais là, le but est de le faire à titre personnel, individuel, avec des stratégies précises, de réunir un maximum de personnes, un maximum de candidats potentiels, de faire le tri après avec ces candidats. Alors, on peut faire une conférence, une présentation comme vous faites très souvent. Il y a plusieurs manières de faire après, de traiter chacun de ces candidats potentiels. Mais l'objectif numéro 1, c'est ça, c'est de se dire, OK, je vais préparer une campagne, la lancer sur 1 mois, ce qui est quand même assez long. Oui. Essayer de créer un maximum d'engouement autour du recrutement. Et là, généralement, ça nous permet d'avoir déjà une masse de candidatures qui est importante et donc, du coup, un nombre de candidats retenus qui va être beaucoup plus important. Au lieu de recruter juste 1 ou 2 personnes, là, voilà, l'objectif, c'est d'en recruter minimum entre 5 et 10 d'un coup, ce qui va réduire le temps de formation, ce qui va réduire le temps d'accompagnement, ce qui va créer une émulation au sein de l'équipe et des 5 que tu as déjà. Et ça peut te faire gagner un temps fou. Oui, tout à fait. Problème et inconvénient de cette méthode, c'est qu'on peut la faire 1 à 2 fois par an. C'est pas possible de la faire plus pour 2 raisons. 1, pour des raisons de temps qui sont évidentes parce que c'est des campagnes qui sont quand même assez lourdes. Et deuxièmement, pour ne pas lasser l'audience sur le secteur. Si on lance 2 fois sur le secteur en 1 année, ça fait beaucoup. Okay. Donc voilà, c'est pour ça que je conseille à tous les réseaux et à tous les mandataires d'arrêter les présentations très régulières ouais. Parce que finalement, on s'aperçoit au plus les années passent, au plus c'est difficile de ramener des candidats. Et on le voit maintenant, on se groupe de plus en plus par région, par département. Pourquoi ? Parce que sur nos localités, on n'arrive plus à attirer du monde. Oui, d'accord. Je ne sais pas si c'est ce que tu remarques, mais... Si, de toute manière, j'avais du mal à avoir cette régularité de présentation, mais comme tu dis, il vaut mieux faire un événement une fois pour toutes et de marquer un peu plus le coup que d'être constamment en train d'avoir le même discours et que ce soit finalement un coup d'épée dans l'eau parce que on le sait très bien, ça va revenir le mois prochain, etc. Exactement. Donc oui, ça peut être une version, notre version de voir les choses. Et à titre d'exemple, j'ai lancé une campagne avec une personne de chez IAD, justement. Oui. On a récupéré en 1 mois 60 prospects potentiels.
Ce qui est quand même énorme. On a fait une conférence où ils étaient une trentaine, donc à peu près 50%. Et donc derrière, après, il y a tout le recrutement et la conversion à faire sur ces prospects-là. Mais ça reste énorme. Ouais, et aujourd'hui, qui peut se permettre d'avoir 60 prospects, ne serait-ce que dans l'année et en un seul coup. Le problème, c'est que, donc, comme je le disais, cette stratégie-là, elle a ses limites. Elle a ses limites en termes d'usure. On ne peut pas la faire très souvent. Donc, il faut qu'elle soit bien faite une fois ou deux dans l'année. Et après, c'est rideau. Du coup, ça nous amène à la deuxième stratégie, qui est une stratégie qui est plus long terme, qui demande un investissement en temps plus important, mais c'est le développement de sa marque personnelle. C'est-à-dire que ça, aujourd'hui, si on n'arrive pas à se développer, à se démarquer des autres conseillers mandataires ou agences, peu importe, sur les réseaux sociaux et qu'on n'arrive pas à fédérer autour de nous, on va avoir une limite. C'est-à-dire pourquoi j'irai chez Samira plutôt que chez Karine, plutôt que chez Jérôme qui est en agence. C'est quasiment impossible. Ouais. Il faut se mettre à la place du candidat qui va faire le choix et qui reçoit une offre de recrutement comme ça. Sur quels critères il va se baser quand il ne connaît pas la personne, hein. Évidemment, on est tous rentrés en général parce qu'on connaissait quelqu'un dans un réseau et ça se fait par connaissance amicale. Mais quand nous, on est dans une stratégie de développement, ça fonctionne pas. Ça a ses limites. On recrute un peu autour de nous et puis après, on s'essouffle. Donc voilà, donc il y a ces deux stratégies-là qui, pour moi, doivent être faites de manière... il faut pas ni en faire qu'une, ni faire que l'autre. Il faut faire les deux, en fait, idéalement. Et pour régler la problématique de temps, là, il faut parler plutôt de la première stratégie, celle qui est de créer une marque personnelle. Là, l'objectif, c'est de prendre en main sa communication. Et là, il y a un effet de levier c'est un investissement au démarrage, mais c'est vraiment s'accaparer sa propre communication, ses propres messages. Ça devient un aimant, quoi. Exactement. Et vraiment travailler ça de manière très stratégique et très massive, même si au début, on fait un peu n'importe quoi, c'est pas très grave. Mais il faut le faire soi et il faut le faire avec le plus de sincérité et surtout en ayant un message qui va être différent. Parce que ça ne suffit pas d'être soi, on peut être soi et être lisse finalement dans la masse. Oui. Donc voilà, il faut aussi... quelque chose de clivant, d'accord. Exactement. Ouais. Clivant ou au moins qui interpelle, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y a plein de manières de faire, ça va dépendre. On peut être dans le divertissement, on peut être plutôt dans l'éducatif, même si je ne le recommande pas. Il y a plein de manières de faire. Mais voilà, il faut trouver sa patte. D'accord. Et ça, à mon avis, il n'y a qu'en faisant et en prenant l'initiative. Ok, bon, deux axes à améliorer. J'avais une autre question. On est dans un climat particulier en ce moment. Généralement, les personnes, les vendeurs qui me voient, que je vois, me donnent leur exclusivité et me font confiance. Maintenant, je ne fais pas de miracle. Et bien évidemment, dans un contexte un petit peu difficile comme on a aujourd'hui, on peut se poser la question, comme on est le seul interlocuteur, évidemment, et je le comprends, on peut se poser la question de se dire, mais est-ce que finalement, le problème pourrait ne pas non plus venir aussi de la personne qui gère le bien ? Donc, je suis en ce moment beaucoup en train d'expliquer tout ce que je fais, d'expliquer. Mais je trouve qu'aujourd'hui, conserver une exclusivité, ça relève presque de l'exploit. Et j'ai presque parfois envie de dire, écoutez, prenez une autre personne. Enfin, comme si c'était de dire, vous allez bien voir que c'est pas... je ne suis pas à l'origine du souci. Mais voilà, donc j'expérimente pour la première fois cette difficulté à conserver effectivement une exclusivité. Est-ce que tu as des conseils sur ce point-là ? Là, pareil, il y a deux choses. Déjà, quand on se retrouve confronté au problème, c'est que c'est trop tard. C'est que généralement, quand un client ne veut pas conserver l'exclusivité, c'est qu'au démarrage, il n'a pas compris réellement ce qu'était une exclusivité. C'est-à-dire que dans la tête d'un client, ce qu'il faut bien arriver à lui faire distinguer, c'est la notion de prix et la notion de service et de moyens. Si, à la signature du mandat, il s'engage pour les mauvaises raisons, il partira pour de mauvaises raisons. S'il s'engage pour les bonnes raisons, il restera. Donc ça, c'est la première des choses. Scinder le prix des services et des moyens. Okay. S'il est parfaitement conscient que 100% des moyens sont mis au démarrage, il n'y a pas de raison qu'il change d'avis 3 mois plus tard. Même si... et donc là, il faut faire un travail du coup sur le prix pendant ces 3 mois pour bien lui faire comprendre que la difficulté et le point est là. Donc là, il y a plein de moyens de faire, en lui montrant les statistiques, les appels, les retours de visite. On peut faire plein de choses. Mais ça, c'est extrêmement important que dès la signature de mandat, il faut s'en assurer qu'il y ait bien cette distinction qui soit faite. Et surtout si tu récupères un bien qui est déjà à la vente ailleurs, qu'il ait bien le comparatif entre ce que toi tu proposes et les confrères. Et ça, c'est très important parce que s'il a en amont déjà comparé, il n'aura plus envie de recomparer. Il sait déjà, tu vois. Alors que si tu arrives première sur le projet et qu'il n'a pas fait cette comparaison,
admettons que tu as été recommandé et que tellement il t'a apprécié, tu n'as eu besoin d'eux. Voilà. Et c'est là que les problèmes se posent. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a un deuxième levier. Moi, je fais toujours la distinction entre empathie et sympathie. Tu avais vu ça dans... Oui, voilà. Tout à fait. Et je dis toujours, la sympathie, c'est la peinture sur les murs, c'est pas les fondations de la maison. Pour autant, la sympathie, c'est la chose qui peut permettre de conserver un mandat. Parce que quand une personne est engagée avec toi, en général, si relationnellement ça a été bien, elle va avoir énormément de mal à se séparer de toi. Alors c'est le cas. Et j'entends très souvent, c'est marrant parce que je rebondis, et j'entends très souvent, mais vous, Samira, franchement, je vois vous bosser et en plus vous m'êtes sympathique. Et c'est marrant, ce mot ressort énormément. Donc souvent, je ne sors pas, je reste dans le game. Mais un autre peut éventuellement y entrer. Oui, évidemment. Mais... Là encore, l'objectif, c'est de le garder le plus longtemps possible. Si on te dit ça, c'est que tu as tout gagné. Ça veut dire que relationnellement, tu fais le taf. Et ça, c'est le plus important dans le commerce, dans tous les cas. Et c'est des basiques, des fondamentaux, mais c'est très important. Et la personne aura beaucoup de mal à se désengager. Donc, des fois, ça se joue à rien dans ces périodes-là. Un mois de plus et ça fait la diff. Donc, voilà, l'objectif, c'est de faire au mieux. Et voilà. Si normalement on a bien fait le travail en amont et on le fait bien après, et qu'on fait un travail sur le prix surtout, à partir du moment où on a le mandat jusqu'à la fin, normalement ça le fait. Et puis il y a un autre paramètre à prendre en compte dans la période, c'est aussi à qui on a affaire. Quel est le vendeur qu'on a en face de nous? Est-ce qu'il est mature? Comme je t'avais sûrement dit déjà, il y a 3 critères pour évaluer un client: la maturité, la faisabilité et la motivation. Et en fonction de ces 3 paramètres, on va l'évaluer. Évidemment, si on coche qu'un critère sur 3, la personne a beaucoup plus de chances de sortir à la fin du mandat. Parce que évidemment, elle n'a pas de projet réel, etc. Donc, elle sera moins à l'écoute, donc elle sera moins dans la sympathie. Donc, voilà. Par contre, un client qui sera vraiment chaud, lui, normalement, tu vas le conserver. Si tu as bien respecté ces 2 étapes-là. Oui, malgré la durée et les délais de vente qui s'allongent. Malgré les délais de vente qui s'allongent. Mais il faut toujours rappeler sa valeur ajoutée. Parce que souvent, quand on fait les comptes rendus de visite, on donne... C'est un exemple là, que je donne, mais c'est symptomatique. On expose juste ce que l'acheteur a aimé ou pas aimé. En réalité, ça, c'est une erreur, on s'en fout. Et non seulement on s'en fout, mais en plus, le vendeur se vexe souvent en se disant, bah oui, mais alors, le terrain est trop petit, mais vous m'avez amené quelqu'un... Voilà. C'est pas du tout comme ça qu'on doit faire des comptes rendus de visite. Si on les fait, c'est en fonction de ce que nous, on a fait, pas de ce que l'acheteur a dit. Et ça n'a rien à voir. Ben voilà, je me suis retrouvé confronté à telle difficulté, voilà comment j'ai essayé de la surmonter. Tu vois. Et c'est plus du tout le même rapport avec le vendeur. Donc plus un journal d'action, entre guillemets, et plus de se dire sur quoi j'ai été proactif, quels sont les résultats ou pas, entre guillemets, mais en tout cas, le taf est fait. Après, il faut que le reste, faut que le poisson morde à l'hameçon, mais tout a été fait pour. Exactement. Ouais, alors que nous, ce qu'on nous apprend classiquement, les retours de visite. Les retours de visite. Donc, dites à l'acheteur ce qui a plu, ce qui n'a pas plu. Mais non, jamais, il ne faut jamais dire ce qu'un acheteur a aimé ou pas. C'est comment on a essayé de surmonter les difficultés auxquelles on était confrontés. Et là, on montre sa plus-value, sa valeur ajoutée. Ça lui montrera que, 1, le travail a été bien fait. 2, qu'il est incapable de le faire tout seul. Parce que dans la période, ce qui peut très souvent se passer, c'est que le propriétaire finisse par vendre tout seul. Ouais, ça peut arriver. Donc, voilà. Et l'autre question que j'avais également, je fais partie d'un réseau, mais j'aimerais pouvoir justement avoir un peu plus d'indépendance sur ce journal d'action, etc. Est-ce qu'il y a des sites, entre guillemets, qui sont déjà faits, ou est-ce que tu proposes plutôt qu'on fasse son propre site, ou c'est son propre CRM, entre guillemets, qui permet de donner justement la suite de tout ce qu'on fait, etc. Parce que moi, à la main, je commence au début, mais je finis par ne pas le suivre. Et même, je te dirais, de manière digitale, la plupart n'y arrivent pas. Même quand ils ont un CRM optimisé, ils ne le font pas. Pour moi, la meilleure manière de faire, c'est la plus simple et basique, celle-là. J'ai rien inventé, mais c'est la vidéo par WhatsApp. Il n'y a pas plus à dire. Voilà, je vous ai mis sur tous les sites, tu captures ton écran, tu envoies, tu as un compte rendu, tu le fais en vidéo. C'est fluide, ça prend 2 secondes. Il n'y a pas besoin... Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut tout digitaliser, on veut tout tracer, on veut tout montrer qu'on a tout bien fait. Mais non, en réalité, il y a des choses très simples. Si je te dis, Samira, j'ai travaillé sur ta com, je t'ai fait tes brochures, je t'envoie une photo de la brochure, tu sais que c'est fait. Voilà, j'ai pas besoin de te mettre ça sur une plateforme pour que tu ailles voir avec un code d'accès. C'est ridicule, tu vois. Ce qui va compter, c'est toi, c'est comment la personne va te sentir derrière. Et ça, d'ailleurs, avec la digitalisation, on le perd. L'énergie de la personne, on la perd.
La preuve, il y a des quiproquos qui se créent tous les jours par mail ou par SMS parce qu'on ne sait pas l'intention que la personne a eu derrière. Alors qu'avec la vidéo, c'est clair. Si je me mets en colère, on va le voir. Si je suis plutôt gentil, on va le voir. C'est ça. Effectivement, le ton sur les messages, moi, je suis très, très WhatsApp. J'ouvre un WhatsApp systématiquement sur toutes mes ventes. Parfois, il peut y avoir des incompréhensions. La tonalité n'est pas celle que j'ai donnée, par exemple, quand on le lit. Et de temps en temps, effectivement, j'avance quelques vidéos où là, j'ai le ton, ou alors souvent, ce sont des vocaux. Mais c'est vrai que les vidéos, pas tant que ça, finalement. C'est plus des vocaux. Et pour mettre justement la tonalité, pour mettre l'intention de se dire, attention, ne pas mal comprendre effectivement ce que j'indique là. Voilà. Et le message soit bien clair. Mais effectivement, faire un peu plus de vidéos sur ce qui est fait, oui, j'avais pas forcément tilté. Écoute, je pense qu'on est pas mal. Ouais. 15 minutes. Merci beaucoup. Ça en tout merci, cas. C'est top. Vraiment gentil d'être venu. À bientôt. Merci, à bientôt.